Bonjour, ici Pascal Girard. Bienvenue au Cercle de presse du Saguenay. Aujourd'hui, nous recevons le chef du Bloc québécois, Daniel Payé, qui vient de gagner un député en Claude Patry dans la région, mais qui poursuit son travail en prévision des élections de 2015. Bon cercle. Venons-en à notre cercle de ce matin. Nous recevons le chef du Bloc québécois, M. Daniel Payé. Et donc, merci, M. Payé, d'être là, qui a eu une belle entrée en matière, d'ailleurs, de Denis Lebel dans le quotidien de ce matin. Donc, j'imagine qu'on aura la chance d'y revenir. Donc, à vous la parole, M. Payé. Par la suite, on passera aux questions. La première question ira à Louis Tremblay du quotidien. Et pour les autres questions, vous me ferez signe de la main. Merci, M. Payé, et à vous la parole. Merci. Merci beaucoup. Alors, si votre aïeul me le permet, le fondateur, moi, j'en suis à mon deuxième cercle de presse ici. Je continue mon mandat de chef de parti. Vous le savez, je suis ici je suis là depuis janvier 2012. Et donc, je suis en perpétuelle tournée. Je les commence pas, puis je les finis pas dans un autobus. Je les continue dans mon auto. Et donc, pour la xème fois là, que je suis au Saguenay, notre parti va mieux. Le parti va mieux. Le Bloc québécois, les gens commencent à nous dire, dans plusieurs circonscriptions, savez-vous, on s'ennuie du Bloc. Et ça, pour moi, c'est un indice. Je l'entends ici, je l'entends partout. Les gens commencent à voir que les questions que le Bloc québécois posait, les façons de faire que le Bloc québécois avait et qu'on continue d'avoir, faire valoir les intérêts du Québec sans aucun compromis, puis de pouvoir poser des questions, pour nous, c'était et c'est toujours majeur. On est en route sur un plan d'action que j'ai tracé en 2012, que j'ai fait adopter par les membres de mon parti au Conseil général, c'est-à-dire maintenant, c'est le Congrès national qui s'en vient. 2014, dans un an, ça sera fait. C'est à Rimouski. Et un congrès national, c'est très important dans le cadre d'un parti politique, surtout après une élection et les résultats que l'on a connus. C'est une façon de se renouveler, c'est une façon de repartir. On a envoyé une proposition principale à nos membres et plutôt que d'envoyer un long texte en disant « dites-nous ce que vous pensez de notre texte », on leur a donné des idées, puis on a dit « écrivez, pensez, travaillez ». Soyons à l'ouvrage, c'était le thème de ma campagne de leadership, donc on continue ça. Et on se prépare pour l'échéance importante qui est octobre 2015, à moins que M. Harper nous fasse une surprise pour déclencher une élection avant. Mais la loi électorale dit que ça va être le 19 octobre 2015. Donc, nous, on focalise là-dessus. Et après avoir fait donc un congrès 2014, avoir une nouvelle carte électorale qui va être déposée cet automne et en force pour 2015, bien là, on va choisir les hommes et les femmes pour nous représenter en 2015. Je ne peux pas venir ici sans ne pas parler de ce qui nous est arrivé là, cette semaine où M. Harper a annoncé une absence de la Chambre. Il a fermé le Parlement. Donc, en plus de prouver son absence du Québec, il va être absent du Parlement. Et pour nous, c'est une tactique normale pour des partis politiques qui reprend ce que les libéraux ont fait, c'est-à-dire de la diversion. Ils ne veulent pas répondre aux questions à la Chambre, notamment sur le scandale du Sénat, pour n'en donner qu'un, et de pouvoir poser des questions. Par exemple, qui est le ministre des Transports qui s'occupe de toute l'affaire de Mégantic? Est-ce que c'est Lisa Raitt avec son traducteur Christian Paradis ou si c'est Monsieur Lebel encore? Et où est-ce qu'ils en sont là-dedans? Est-ce que les gens de Mégantic peuvent attendre quelque chose? On ne peut pas être absent de ça. On ne peut pas proroger les travaux dans Mégantic. Alors, pendant que les gens de Mégantic font le ménage, M. Harper a balayé sous le tapis l'ensemble des questions que l'on avait là-dessus. Concernant les compensations sur Mégantic aussi, c'est bizarre de penser qu'à Calgary, ils ont eu une inondation et le Parti conservateur va être capable de faire un immense congrès à la fin octobre, début novembre, puis tout va être nettoyé. Alors qu'ici, on attend encore pour ce qui est des inondations de Saguenay, on attend encore pour ce qui est des inondations de la Montérégie, et puis on veut poser des questions là-dessus.
poser des questions sur l'assurance-emploi. Qui dit prorogation, donc, dit aussi discours du trône. Donc, nous, on a des attentes. C'est eux, le gouvernement. Et au niveau des attentes, 2014, c'est la fin de plusieurs ententes entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec. Alors, que ce soit l'entente sur la santé, que ce soit l'entente sur les services sociaux, que ce soit la péréquation. On sait, par exemple, que le ministre de la Culture du Québec veut rediscuter les ententes sur la culture. L'assurance-emploi. L'assurance-emploi, la réforme de l'assurance-emploi, on s'excuse, mais elle ne passe pas. Elle est inapplicable. On ne peut pas comprendre, par exemple, que dans le dossier, que dans la région ici, il y aura toujours des travailleurs qui, d'un coin de rue, auront tant d'heures pour se qualifier à l'assurance-emploi, puis que l'autre coin de rue, ça sera beaucoup plus difficile en matière urbaine par rapport à l'autre région. Au niveau aussi des ententes de formation de la main-d'œuvre, au niveau de qualification pour le marché du travail. Ce sont toutes des ententes qui subitement tombent en 2014. Alors, est-ce que le gouvernement du Canada, dans son discours du trône, va dire, voici ce que j'entends, discuter avec les provinces, discuter avec le Québec, ou bien s'il va faire comme d'habitude, puis il va dire, voici, c'est comme ça que ça marche. Aussi, au niveau de Chantier Canada, des infrastructures. Ça aussi, c'est une autre problématique où on espère, dans le cadre du discours du trône, qu'il y aura des lignes claires là-dessus. La retraite, les retraites, le financement des retraites. Il y a eu le rapport d'amour au Québec, mais il y a toute une problématique importante au niveau canadien. Comment on finance tout ça? Et ce qui est bizarre, c'est qu'au remaniement ministériel, il y avait un ministre d'État aux Finances, Ted Menzies, qui s'occupait particulièrement du problème des fonds de pension. Il a perdu son portefeuille et il n'a même pas été remplacé. Alors, pour moi, là, j'espère qu'on va nous annoncer quelque chose là-dessus. Et au niveau du transport des matières dangereuses, là, c'est évident qu'on s'attend à un certain nombre de choses du côté du gouvernement du Canada. Alors, c'est en 3 temps, donc mon parti va mieux, il va bien aller, il va très bien aller. Sur la prorogation, on souligne l'absence du gouvernement du Canada. Et sur les attentes, vous les avez eues. Voilà, donc je suis prêt à prendre l'ensemble des questions. Je suis sûr que vous en aurez d'excellentes. Merci beaucoup, M. Payé. On va maintenant, comme on le disait, passer aux questions. Je vais aller avec Louis Tremblay du Quotidien tout d'abord, qui sera suivi de Roger Boivin. Votre parti va peut-être mieux, mais la souveraineté va pas très bien. Un matin, dans les sondages, on constate le plafonnement à peut-être 35-40 % pour un oui. 60-65 % pour le maintien dans le Canada. Est-ce que le Bloc a encore sa place? Monsieur Bouchard, Lucien, puisque d'honorable Bouchard est inclus dans cette salle, avait dit au départ, puis je le dis tout de suite parce que je sais que la question va arriver, le Bloc québécois va demeurer jusqu'à la souveraineté, et à ce moment-là, en 90 ou en 93, il disait on souhaite que ce soit le plus court possible. Il avait raison. Et en 94, j'étais du gouvernement Parizeau. En 95, il y a eu le référendum, puis à 52 000 votes près, ça y était. Et pour moi, ce qui est très important, c'est que le Bloc québécois continue de faire valoir les intérêts du Québec sans compromis et de soutenir la question de la souveraineté à Ottawa tant que ça ne sera pas fait. Imaginons qu'il y ait 40 % donc des Québécois qui sont indépendantistes et que au niveau fédéral, ils se retrouvent à n'avoir que comme choix des partis fédéralistes. Et là, on se retrouverait avec, par exemple, 1982, quand Pierre Trudeau disait « moi, j'ai toute la légitimité de rapatrier la Constitution puis d'en faire une nouvelle parce que j'ai 74 fédéralistes de mon parti puis un fédéraliste progressiste conservateur au Québec. » Ben oui, quand tu as 75 comtés où il n'y a que des candidats fédéralistes, tu vas te retrouver avec 75 fédéralistes. Donc, pour nous, c'est important de rester là, de pouvoir réunir aussi l'ensemble des souverainistes. Et ça, pour moi, j'y travaille beaucoup. Hier, il y avait des militants de tous les partis politiques québécois qui sont souverainistes. Et ils ont un chapeau au niveau fédéral, puis c'est le Bloc québécois. Alors,
que ce matin, vous disiez qu'il y a 40 de souverainistes qui vont voter au Bloc à la prochaine élection, mon parti va très bien. Est-ce que, selon vous, la souveraineté a avancé depuis que le Parti québécois est au pouvoir? Parce que, dans le fond, une des façons de faire la souveraineté, c'est que le Parti québécois soit au pouvoir. Est-ce que, selon vous, la souveraineté est en train d'avancer en ce moment ou ça stagne pas un peu? La stratégie souverainiste là, de la déclaration puis du processus menant à la souveraineté, ça a toujours appartenu au gouvernement du Québec. Moi, quand j'y étais, c'était nous qui s'en occupions avec une immense collaboration du Bloc québécois. C'est la même chose. Et moi, j'ai toujours dit, puis à la dernière campagne électorale, nous favorisons l'élection d'un gouvernement souverainiste majoritaire. Il y a eu, en septembre 2012, l'élection d'un gouvernement souverainiste minoritaire. Bon, je comprends que Mme Marois a son agenda de souveraineté et puis que devant une chambre minoritaire, il y a ils ont un indice de survie parlementaire important. Alors, vous savez, on ne tire pas sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite. Et puis, moi, je fais confiance à l'Assemblée nationale dans son entier. Puis quand ils seront prêts à déclencher le processus menant à la souveraineté, le Bloc québécois va être là. Merci. Prochaine question, Roger Boivin. Oui, c'est en relation, M. Payet, avec le fait qu'on a une base militaire importante chez nous, là, qui a près de 2000 emplois, et qui a des F-18 vieillissants, disons, là, qui arrivent à la fin de leur vie utile. Il y a le programme de remplacement vers les F-35 qui a été, complexe là, dans son processus, mais nonobstant le choix de l'appareil, est-ce que vous êtes toujours pour le F-35 ou est-ce que vous êtes pour un autre appareil? Parce que pour nous, vous comprenez, c'est 2000 emplois pour notre région, etc. Alors, quelle est la position du Bloc sur le remplacement des F-18? La position du Bloc, c'est toujours de faire valoir que, peu importe l'appareil, il faut que ça soit ici. Okay? On a les infrastructures, on a les gens ici. Et, vous savez, Duplessis faisait avec un pont, il faisait 3 élections. J'ai l'impression que les conservateurs, avec les promesses qu'ils ont faites concernant les militaires et les civils ici, là, la prochaine élection, ils vont être rendus à 3 élections. Parce qu'il y avait prévu, 550 militaires, 100 civils. Puis, on n'est pas rendu là. On n'est pas à ce compte-là. Alors, pour nous, c'est très important. Il y a une situation, il y a une expertise ici, il y a des équipements ici. Ça appartient au gouvernement du Canada de faire sa job et de décider lequel des appareils on va avoir. Et aussi, bon, il y a à la fois les appareils des avions, puis il y a les Chinook, puis il y a tout le reste. Alors, ici, il y a une importante base et elle doit être utilisée de façon moderne. Elle ne doit pas péricliter. Alors, pour nous, là, quand on dit faire valoir les intérêts du Québec sans aucun compromis, c'est que moi, je ne suis pas déchiré entre ici puis ailleurs. C'est ici. Avant d'aller à Catherine Paradis de Radio-Canada, j'ai une question. J'en ai parlé en préambule. Bon, une sortie de Denis Lebel à ma collègue Isabelle Tremblay du Quotidien qui a mis la table, on peut dire. Il vous propose de participer à l'élection complémentaire dans Bourassa. Ben oui. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ben, Denis Lebel, c'est... nous autres, on l'appelle l'homme qui parle plus vite que son ombre, là. Mais en termes de décision, il repassera. Moi, j'ai un mandat. J'ai un mandat de chef du Bloc. C'est un mandat que j'ai destiné, que j'ai obtenu de mes membres. Et ce mandat-là, moi, je suis chef d'un parti et pour lequel il y a beaucoup de travail. Il y avait beaucoup de travail à faire. Il y en a beaucoup de faits. Il en reste encore beaucoup à faire. Je ne nie pas tout l'ouvrage que l'on a à faire. Alors, c'est à l'intérieur de mon parti, les militants du comté de Bourassa, de choisir le candidat. J'ai déjà indiqué que je ne serai pas candidat du Bloc québécois dans Bourassa. Et aussi que nous aurons une personne candidate dans Bourassa qui va faire valoir les intérêts du Québec, qui sera indépendantiste. Et puis, je regarde avec un drôle d'intérêt l'effeuillage néo-démocrate qui arrive présentement. Ils sont rendus 5, là. Ils sont rendus 5 à vouloir participer à la loterie de 2011, mais là, on est en 2013. Alors, pour ce qui est de Denis Lebel, je l'invite à faire sa job, puis moi, je fais la mienne. À 2015, allez-vous présenter? Ah ben oui, ça, c'est évident. 2015, nous serons
78. Il y a 78 circonscriptions au lieu de 75. C'est évident que je vais faire partie du groupe. Ça, c'est sûr. Vous n'allez pas venir dans Robertval, on est tous un débat. Vous avez, oui, c'est ça. Il y a tout un débat dans Robertval. On va aller à Catherine Paradis de Radio-Canada, par la suite Laval gagnant. Donc, justement, juste pour faire suite à ça, où est-ce que vous allez vous présenter? Si vous savez déjà que ce n'est pas dans Bourassa, savez-vous ça va être où? Je sais déjà que ce ne sera pas à l'élection partielle de Bourassa. Pour ce qui est de l'élection générale, je vous l'ai dit tantôt, j'ai décidé avec les gens du bureau que l'on allait établir, et on a établi qu'il n'y aurait aucune assemblée d'investiture du Bloc québécois avant la nouvelle carte électorale et la nouvelle plateforme ou la nouvelle proposition principale et les nouveaux statuts. Puis ça, c'est juin 2014. Et c'est à ce moment-là qu'on va choisir les hommes et les femmes qui vont représenter au Bloc. J'ai indiqué cette discipline-là à mon parti, et la première personne qui respecte la discipline, c'est moi. C'est sûr que je vais me représenter, puis c'est sûr que c'est pas aujourd'hui que je vais faire de la stratégie électorale me concernant devant vous. Vous avez parlé de prorogation. Pourquoi vous êtes si pressé? Dans le fond, quel est l'intérêt d'être contre la prorogation si vous-même, vous ne pouvez pas être là pour poser les questions que vous dites que le gouvernement Harper tente de... Parce que je ne suis pas un parti d'une seule personne, parce que là, on a 5 députés qui posent des questions. Vous savez, Claude Patry, le fait qu'il soit maintenant avec nous dans notre équipe, il y a beaucoup plus de questions qui lui sont disponibles que quand il était du côté du NPD. On a 5 vaillants députés qui ont leur tour de questions, qui posent des questions sur l'actualité, et on a de l'ouvrage à faire. C'est pas en étant absent du Parlement qu'on joue le rôle d'un parti d'opposition. Donc, moi, je dis au gouvernement, hey, à l'ouvrage. C'est très important d'être à l'ouvrage. On peut pas... Le gouvernement fédéral fait de la fuite en avant en faisant de la prorogation. Alors, les gens de Mégantic, par exemple, ils peuvent pas fuir, eux autres là. Ils l'ont d'en face. Puis c'est pas avec les réponses que M. Lebel a données à Mégantic en disant, ben on est meilleur statistiquement. Hey, Denis, moi j'ai hâte de pouvoir poser des questions à mon bon ami Denis Lebel, parce que, et j'ai hâte de faire poser des questions avec nos députés pour l'interroger. Mais c'est pour ça que la prorogation, pour nous, c'est une fuite en avant, et c'est l'utilisation d'outils parlementaires pour des raisons partisanes, pour des raisons que M. Harper, il y a comme quelques problèmes de ces temps-ci. Vous êtes pas dans une drôle de position de reprocher à quelqu'un d'être absent du Parlement alors que vous êtes vous-même absent du Parlement? C'est parce que moi, j'ai pas été réélu en 2011 comme une très forte majorité, pas besoin de le dire, mais il m'appartient de savoir quand est-ce que je reviens au Parlement. Mais actuellement, il y a 308 personnes. Enfin, il y en a 304 puisqu'il y a 4 comtés vacants. Il y a 304 personnes qui ne peuvent pas faire leur job à cause de la décision de Stephen Harper. Vous savez, 1 mois parlementaire, puis on ne sait même pas quand. Moi, je prends pour acquis que c'est 1 mois parlementaire parce que tout le monde dit, bon, ben, il va revenir après l'Action de grâce. Donc, au lieu que ce soit le 16 septembre, c'est le 15 octobre. Mais on ne sait même pas si c'est le 15 octobre. Donc, il ajoute l'insulte à l'injure en disant, je proroge la Chambre. Il y aura un discours du trône au mois d'octobre, mais je vous dis pas quand. Hey, Denis Lebel, sais-tu quand est-ce qu'il va retourner à l'ouvrage? C'est maintenant, c'est tout de suite, mon Denis. Retourne travailler. Monsieur Payet, vous parlez de la prorogation qui a des effets négatifs. Est-ce qu'il n'y a pas un effet positif, la question du projet de loi sur les syndicats qui devaient rendre public certains états financiers, que ce projet de loi-là meurt au feuilleton? Est-ce que ça c'est pas une bonne nouvelle pour vous? Bien, c'est-à-dire qu'on verra comment est-ce que le gouvernement va revenir avec les projets de loi. Celui-là est un projet de loi, hein, c'est pas un projet de loi c'est un parlementaire, puis il y a toute la stratégie parlementaire à établir, mais c'est pas parce qu'il y a des projets de loi qu'il faut discuter pour lesquels on est contre qu'on se dit, bon, ben ferme la shop pendant ce temps-là, on va faire semblant que ça n'existe pas. Non, la Chambre existe, bon, au moins la prorogation, ça empêche les sénateurs de faire des comptes de dépenses pour venir à Ottawa. Bon, c'est déjà une épargne, là, mais c'est pas une compensation. On doit être à l'ouvrage. L'Assemblée, la Chambre des communes doit siéger. Et puis, M. Harper est allé se cacher. Merci.
Prochaine question, Laval-Gagnon. Par la suite, Élisabeth Laplante, TVA. Je vais revenir sur la question de la souveraineté. Au Québec, depuis plusieurs mois là, et même quelques années, finalement, les mouvements, les organisations souverainistes, comme les partis politiques, discutent de façon plus ou moins organisée de la question d'une stratégie, d'une alliance électorale, parce que d'un côté, on dit qu'il faut avoir un parti souverainiste au pouvoir pour pouvoir enclencher les processus dont vous faisiez allusion tantôt. D'autres, par contre, disent que c'est toute la stratégie de la promotion puis de l'accession à la souveraineté qui doit être aussi discutée. Et les stratégies d'alliance doivent se faire aussi sur la manière dont arriver de faire la souveraineté puis de le proposer dans une campagne électorale à la population. Le Parti québécois semble dire non, c'est nous autres qui ne peut qu'accéder au gouvernement, donc c'est notre façon de voir qui doit s'imposer. J'aimerais connaître votre point de vue là-dessus et quel rôle vous entendez jouer dans cette discussion. Il y a deux types de rôles que l'on peut jouer. Un rôle public et un rôle privé. Et moi, je connais tous les joueurs. J'ai la chance d'avoir été aussi un parlementaire à Québec. Je connais très bien Mme Marois. Je connais M. Legault quand il était souverainiste. Je le connais encore quand il ne sait plus. Et puis, au niveau du Parti libéral, au niveau des autres, ON ou bien Québec solidaire, je les connais. Puis, on se parle régulièrement. Au niveau public, moi, ce que je dis, c'est que je fais mon ouvrage là-dessus. Puis, ce qui est très important, c'est, oui, l'accession à la souveraineté. Puis, on va en faire quoi? Parce que ça aussi, ça en est une autre optique importante. Et le Bloc québécois, pour aussi un immense chantier pour ce qui est de notre congrès, il y a ça aussi à développer. Vous savez, on peut dire, enfin la souveraineté, mais c'est le début. Hein? C'est comme dit Gilles Vigneault, la route n'arrête pas à Natashquan, c'est là qu'elle commence. Et je pense qu'au niveau du développement du Québec, ça va commencer à ce moment-là. Et pour moi, ça, c'est très important. Donc, oui, j'ai mon opinion concernant ce désordre organisationnel. Il ne faut pas perdre de vue que l'objectif, c'est la souveraineté. Au Bloc québécois, je suis le parti souverainiste au Québec. Il y a de toutes les tendances à l'intérieur de mon parti. Il y a des caquistes, il y a des ON, il y a des péquistes, il y a des Québec solidaire, puis il y a des non-alignés. Mais ils sont tous bloquistes. Les NPD, il y en a une couple qui se rendent compte tiens, c'est un parti fédéraliste. Et puis qui se disent, est-ce que j'y reste par opportunisme? J'en connais. Okay? Puis il y en a d'autres qui disent, moi, dans le fond, là, je suis souverainiste et j'assume ma souveraineté. Claude Patry, par exemple, pour ne pas le nommer. Puis quand on dit, faut abolir la loi sur la clarté, parce que c'est là-dessus qui a été le déclencheur, c'est de dire oui, il faut abolir la loi sur la clarté, puis ils ne pouvaient pas voter contre ça. Il y a quand même des gens qui font de la politique et qui ont à l'esprit leurs convictions. Merci. Prochaine question, Élisabeth Laplante, TVA. Par la suite, Bertrand Tremblay, AL13 et Le Quotidien. Monsieur Payé, en juillet dernier, Monsieur Patry a appuyé publiquement les lock-outés du concessionnaire auto, du lock-out des concessionnaires automobiles ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et quelques semaines après cet appui-là, il est sorti dans les manifestations publiquement pour appuyer les lock-outés, les familles. Quelques semaines après, il a reçu une mise en demeure de la part de la Corporation des concessionnaires auto. Et immédiatement, il a retiré toute forme d'appui. Il a arrêté de se prononcer dans ce dossier-là. En premier lieu, je voudrais savoir si ça venait un peu d'une direction de la part de la direction du parti, de se retirer finalement suite à la mise en demeure. M. Patry n'a pas retiré son appui. M. Patry a dit, j'ai une mise en demeure. On me demande de rester calme. Oui, merci. Alors, depuis ce temps-là, c'est ce qu'il a fait. Ça a été, premièrement, sa décision. Ça, je peux vous le confirmer. M. Patry continue d'avoir ses convictions. Il n'a pas reculé là-dessus. Je veux être très clair là-dessus. Mais devant une mise en demeure, on a la réaction qu'il a eue. Il a jugé approprié de pas
ça, de vouloir diviser les concessionnaires puis les gens. Il dit, bon, il y a une situation qui est là. J'ai appuyé sa décision, mais sa décision est venue de lui. C'est une problématique très importante ici. Ça lui appartient et nous assumons tous les deux. Mais, M. Payet, c'est pas un peu facile maintenant, si cette mise en demeure-là, visiblement, a fonctionné. Donc, moindrement que maintenant un politicien va prendre position dans un débat, il y a seulement qu'à avoir une partie adverse. On appelle un avocat, on nous envoie une mise en demeure, puis automatiquement, le politicien qui est élu par la population se tait et ne participe plus au débat. Est-ce que c'est pas une pente dangereuse, ça? Si c'était appliqué de façon unilatérale, de la façon dont vous le dites, oui, ce serait une pente dangereuse. C'était ça, là. OK? Et dans ce cas-là, il y a des considérations pour le député en question, pour sa famille, pour sa réaction, puis de dire, bon, mon appui que j'ai donné aux employés, il a fait du bruit, il a fait cette job, et il a décidé de rester calme. Parce que dans le fond, je respecte cette décision-là. C'est basé sur quoi? En quelle mesure? Quel était le fondement légal de cette mise en demeure-là qui, dans le fond, le Bloc québécois a donné de la valeur puisqu'il a répondu, mais le fondement légal était basé sur quoi? En quoi? Il n'y a aucune loi qui empêchait M. Patry de prendre position vu qu'il est élu. J'ai pas compris le fondement légal et, dans le fond, le Bloc québécois, en y répondant, on donne la valeur à ça. Je ne veux pas discuter du fondement légal. Je ne sais pas si vous êtes avocat, mais moi, je ne le suis pas. Non plus, et donc, mais il y a eu une décision de prise par M. Patry là-dessus en disant c'est pas intéressant de recevoir ce genre de documents. Puis, est-ce que ma job d'appui a fait l'ouvrage qu'il avait à faire? Et, est-ce que je peux continuer? Oui, en ayant toute la ribambelle possible. Hein, on est dans le possible. Puis, il a jugé opportun de dire, OK, je me retire de ce dossier-là. Est-ce que les locataires auraient encore un appui du Bloc québécois dans ce dossier-là ou on n'en parle plus? Si les locataires veulent me rencontrer, moi, je suis ici, là. Ma question avait 2 temps. Oui, absolument. Aucun problème. Qu'est-ce que vous pensez plus précisément de l'attitude de la Corporation des concessionnaires auto dans ce dossier-là depuis le début? Justement, à coup de mise en demeure, on fait retirer le... Écoutez, je ne veux pas me mêler d'un conflit de travail dans des entreprises privées, d'une part. Alors, je veux pas commenter les agissements stratégiques de chacune des parties, là. C'est pas mon rôle comme chef d'un parti politique qui exerce au niveau fédéral. Vous avez rencontré les locataires? Oui, puis si les concessionnaires veulent me rencontrer, regardez, là. Et, vous avez mon numéro de téléphone, eux autres aussi. Je vais revenir loin. Ça témoigne quand même d'une certaine droite antisyndicale. Ce que les conservateurs veulent faire avec les caisses... c'est-à-dire que... oui, mais... C'est dans l'air du temps. Vous ne pouvez pas vous sortir de ça et dire on se met pas de ça. Non, mais là... Là, il y a 2 choses, là. C'est que vous avez un conflit de travail qui fait du bruit ici, manifestement. Vous avez un employeur et des syndiqués qui sont, pas nécessairement, c'est pas le bonheur total. S'il y en a qui veulent me rencontrer, je vais les rencontrer. Maintenant, c'est pas... nous, on est toujours en faisant valoir les intérêts des travailleurs, le droit à la négociation, et puis il faut que ça donne de quoi les moyens de pression. Alors, je suis surtout pas complice d'une politique de droite antisyndicale. Sûrement pas. Il y a une mise en demeure. Il y a une mise en demeure qui vient d'arriver. C'est les concessionnaires qui viennent me parler. Dites-leur d'attendre un peu. Prochaine question, Bertrand Tremblay, Le Quotidien. Par la suite, Laval-Gagnon. Alors, justement, on parlait de l'État, on parlait de l'aluminium. Vous savez, il y a une institution fédérale sur le campus de l'université, ça s'appelle le Centre des technologies de l'aluminium, le CTA, et on a changé la politique ou l'orientation du CTA, des institutions semblables au niveau fédéral, ce qui inquiète beaucoup les PME. Quelle est votre perception de ce changement-là? C'est justement le genre de patente, là, mais que le gouvernement fédéral est absent du Québec. Il a associé ça avec l'industrie de l'automobile qui est ontarienne. Le directeur, il est à Calgary. Ils sont absents. Et ça, là, vous avez le cas typique d'une incompréhension totale
de l'industrie de l'aluminium et du développement de l'industrie de l'aluminium pour le Québec? Pourquoi est-ce qu'on ne fait plus de tôle d'aluminium pour l'industrie de la canette et des livraisons là-dessus? Maintenant, on en est là à... Moi, quand je me suis envenu de Québec là, hier, en fait de Montréal, Québec, etc., là, je voyais passer des camions de l'autre bord là, avec des grosses plaques d'aluminium, là, et pas de même, longue de même, il y en a 2 par camion. Bon, et puis ça, c'est, mon Dieu, c'est de l'exportation de notre énergie ailleurs. Et ça, pour moi, c'est scandaleux. Et que l'on ait limité, on a charcuté la vocation de ce centre-là. Pour moi, c'est une erreur grossière du Parti conservateur et des fédéralistes qui l'appuient. Et ça, là, vous avez des exemples comme ça, que ce soit CTA, que ce soit la caution du gouvernement du Canada de 6,4 milliards sur Churchill Falls, que tous les partis fédéralistes ont appuyé, que ce soit l'assurance-emploi, que ce soit un certain nombre de dossiers comme ça, il y a une sortie en masse de l'intérêt du Québec dans la tête du gouvernement du Canada. Et quand je regarde Denis Lebel, là, qui essaie de faire le fanfaron ici, là, moi je disais à Denis Lebel, là, hey, à l'ouvrage, c'est toi qui es le ministre, mon Denis. Et ça, là-dessus, qu'est-ce qu'a fait Denis Lebel pour protéger le développement? C'est à Gernigouen des Québécois, là, ça, là. Un centre de transformation d'aluminium. Puis là, on a dit, on associe cela à une industrie qui est de l'automobile, qui est essentiellement ontarienne et qui brûle quoi? Du pétrole de l'Ouest. Vous avez, ça, c'est le Canada. Typique. Voilà mon opinion. Et celle du Bloc. Merci. Sur la scène provinciale, dernièrement, il y a Jean-Martin Hossan qui a quitté Option nationale. Du point de vue souverainiste, vous avez vu ça comment? Est-ce que c'est une perte pour le mouvement? Ou au contraire, est-ce que si Option nationale disparaît, est-ce que ça ne va pas aider le Parti québécois par qui passe l'objectif ultime? Comment vous avez vu ça? 2 choses. Je ne pense pas qu'il ait quitté Option nationale. Là. Il a quitté la tête d'Option nationale. Il a quitté le Québec. Bon, au niveau souverainiste, OK, pour l'idée de la souveraineté, c'est une perte importante. Je lui ai dit, moi, c'est quelqu'un que je rencontrais régulièrement. Je suis allé à son spectacle aussi, d'ailleurs. C'était pas mal. Mais c'est en matière là, de réflexion souverainiste. J'espère que Jean-Martin va continuer à réfléchir à la souveraineté puis faire valoir ses idées, que ce soit publiquement ou via de façon privée. Donc, c'est une personne qui a une capacité de leadership, de réflexion sur la souveraineté qui est majeure. Puis quand Jean-Martin Hossan dit, bon, ben je prends un petit break parce que j'ai 2 jumeaux, puis avec ma conjointe, puis là, ben il retourne prendre son métier, puis qu'il va revenir, je me dis, OK, pour avoir une famille, la mienne est plus élevée, là. Bon, je comprends, c'est des raisons privées, mais quand il nous dit, je vais revenir, pour moi, ça, c'est une bonne nouvelle. Bon. L'autre pan, c'est au niveau stratégique des partis politiques. Ben, l'objectif, c'est qu'on ait un gouvernement souverainiste majoritaire à Québec. Bon, ben là, c'est de la stratégie politique. Moi, j'ai les miennes au fédéral, puis eux autres, on va voir qu'est-ce que ça donne à ON. Mais c'est sûr que ça donne un méchant coup à l'organisation de ce parti-là. Mais qui suis-je pour dire ça, là? Mettons que j'ai assez d'ouvrage chez nous. Oui, merci. Prochaine question, Laval-Gagnon. Oui, M. Payé. Je voudrais revenir à 1982, la bataille de Londres, l'impact que ça a eu. Tout le monde a réagi, vous également, et tout ça. Et il y avait plus ou moins des stratégies en l'air de la part du gouvernement du Québec et tout ça. De votre côté, comme parti politique à Ottawa et comme député, est-ce que vous avez fait des choses particulières à l'intérieur du système dans lequel que vous permet votre rôle de député, en tout cas de votre parti, de ces députés? Et est-ce que vous avez encore une stratégie sur ce plan-là? Bon, on ne peut pas réécrire l'histoire, mais on doit la connaître. Et dès l'instant que ça s'est arrivé, on a été un des seuls partis politiques à Ottawa à poser des questions, mais qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'on va avoir accès à l'ensemble de la documentation? Vous savez, il y a des partis politiques, le NPD est fort là-dessus pour japper à l'extérieur de la Chambre, puis quand ils sont en Chambre,
Ils ne disent plus un mot. Parce que les Québécois qui sont en chambre pour le NPD, parce qu'un député du NPD est aussi un Québécois, bien là, lui, il est dans le cadre d'un caucus canadien. Et il se fait dire à l'intérieur de son caucus, bien, regarde, c'est réglé, on ne pose pas de questions là-dessus. En dehors de la chambre, dans le foyer, tu peux faire des coups de gueule, mais ce qui est très important, c'est être en chambre. La prorogation nous empêche de revenir là-dessus. On a fait une motion pour obtenir le dépôt de la documentation. On nous a fait envoyer une douzaine d'œufs durs. Okay? Donc, on n'a eu aucun appui de ce côté-là. Donc, vous savez, le Bloc québécois prouve de ces temps-ci que la persévérance et la patience, ce sont deux qualités que nous avons et que nous allons continuer. Donc, oui, au retour en chambre, on va continuer de poser ce genre de questions. C'est à ça que ça sert, une chambre. Ça, là, quand on dit il y a un gouvernement puis il y a une opposition, chacun a son rôle et chacun doit exercer son rôle. Revenir sur un dossier que vous avez abordé, ce que j'ai vu plus tôt dans la région. À chaque fois qu'un député change de parti, avant d'aller à Bertrand Tremblay, à chaque fois qu'un député change de parti, le parti qui reçoit dit toujours « Ah, c'est la plus belle des choses ». Tous les autres partis accusent le député d'opportunisme et que ça ne se fait pas de changer le vote des gens. Mais on a l'impression qu'il y aurait un député du Bloc québécois qui serait passé à NPD. Là, on l'attaquerait de tous les mots. Mais là, vu que quand ça va au Bloc québécois, là, c'est correct. J'ai un peu de misère on parle souvent du cynisme envers la politique. Est-ce que de changer le vote des gens, j'ai un peu de misère à comprendre comment on peut expliquer ça à la population sans tomber dans le cynisme. Et si vous avez même parlé d'opportunistes tantôt, des gens qui sont restés membres du NPD, qui ne changent pas. J'ai un peu de misère à suivre. Le système électoral actuel, là, ben, il est dedans. Nous sommes dedans. Si le système électoral exigeait d'autres qu'un député qui veut changer d'allégeance politique doit soit aller en réélection ou soit siéger comme indépendant, ça s'appliquerait. Actuellement, c'est pas ça qui existe. On peut pas qualifier, en tout cas, moi, à mon sens, le geste de M. Patry d'un opportunisme politique pour avoir une meilleure job après l'élection. Ça, là, j'ai quand même 4 à 5 % d'appui pour devenir premier ministre du Canada dans les sondages, là. Mais je pense pas, je ne vise pas cette job-là. Donc, Patry ne sera pas nommé ministre dans un gouvernement payé au Canada. Ça, c'est bon. Alors donc, on y va par la passion, par les convictions. Et, alors nous avons accueilli M. Patry. Il y a le vote des gens. Le système électoral fait en sorte que le vote des gens, bien, la sanction, c'est 19 octobre 2015. C'est comme ça que ça fonctionne. On est dans un système parlementaire britannique. On fonctionne comme ça, donc on applique le fonctionnement comme ça. Donc, dans ce cas-là, ça fait votre affaire, mais si c'était l'inverse, là, vous dénonceriez le système? Non, je dirais le système est comme ça. Je ne dénonce pas le système. Ce que je pourrais discuter du choix de la personne qui le ferait, mais c'est bizarre. Je ne pense pas qu'aucun des 5 députés du Bloc québécois indépendantiste s'en aille un jour dans un parti souverainiste. Je serais énormément surpris. Fédéraliste. Fédéraliste, oui. Voilà. OK. Mais donc, dans le fond, on est toujours au cas par cas. Dans ce cas-là... Nous sommes dans le système. On est au cas par cas. Et puis, regardez, Denis Lebel a déjà été membre du Bloc québécois. Alors, c'est pour ça que c'est notre ami. Mais aujourd'hui, il est fédéraliste. Bon, c'est correct. M. Legault, qui était ici hier, a fait ça. Mais il n'a pas changé le vote des gens, là. Il n'a pas changé. Les gens dans Jonquière-Allemand ont voté pour il a voté pour Claude Patry. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, ils voteront en 2015 pour les candidats qui seront là. Okay. Voilà. Prochaine question, Bertrand Tremblay, Le Quotidien. Hier, le 13. M. Payé, le Bloc est né du rejet de l'accord du Lac-Meach. Des 5 conditions qu'avait accepté l'accord, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de ces conditions-là? Et qu'est-ce que ça aurait pu changer si la condition avait été acceptée? Il reste effectivement pas grand-chose, parce que je suis sûr que si on les relevait, il n'y a aucun parti fédéraliste maintenant qui serait prêt à les faire valoir.
ce qui aurait changé, puisque vous m'invitez à faire de la prospective historique, okay? Ce qui est quand même particulier, c'est quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est et pour toujours une nation distincte, libre de ses actes et de son développement. Puis ça, c'est Robert Bourassa. Okay? Et si il était allé plus loin, je crois que ça aurait été fait. Bon, on ne recommencera pas l'histoire. Meach a été refusé par les provinces. Charlottetown l'a prouvé. On continue. Il y a eu le résultat du référendum en 1995. On continue. Voilà. Moi, je regarde en avant, mais j'ai des rétroviseurs qui m'indiquent où ne pas retourner, puis qui vient en arrière, qui vient à gauche ou à droite, mais je regarde en avant. Mais il y a eu quand même indirectement des concessions faites par Ottawa, comme par exemple les représentations à l'étranger, où on est rendu quasiment avec des ambassades comme si on était un pays souverain. Il y a quand même, on a beaucoup plus de souveraineté que les États américains, par exemple. Je ne veux pas comparer les deux systèmes, mais d'avoir un strapontin à l'UNESCO, puis de pouvoir exercer ton droit de parole via un représentant canadien, c'est pas tout à fait un pays souverain. Puis les délégations du Québec à l'étranger, ça existait depuis très longtemps. Okay? Duplessis en avait une à Londres, puis il y avait un bureau à Paris. Puis c'est le Québec qui exerce son attrait pour ce qui est de l'immigration, pour ce qui est du développement économique et tout le kit. Et il n'y a pas de... On ne prend pas la place de la diplomatie. Je pense que Lawrence Cannon, à Paris, ne souffre pas de la présence du délégué général du Québec à Paris. Ils doivent prendre de très bons lunchs ensemble. Mais Lawrence Cannon est l'ambassadeur du Canada à Paris. Avant d'aller à Roger Boivin, lors de la dernière campagne, les gens ont voté très fortement au Québec pour le nouveau Parti démocratique. Plusieurs personnes ont dit, bon, je pense que ça a été admis par tout le monde, que plusieurs personnes ont voté pour la personnalité de Jack Layton, qui était très charismatique. Et bon, il venait de Montréal, et puis il était là, tout le monde en parle, et bon, il s'exprimait bien en français. Donc, le message a bien passé. Lors de la prochaine élection, on va se retrouver avec le chef du Parti libéral, qui est un Québécois qui, bon, malgré son père, et qui porte ça encore, mais qui est quand même aimé au Québec. Thomas Mulcair, qui est un chef québécois aussi. Ça risque quand même d'être une campagne assez spéciale la prochaine. Bon, Stephen Harper, c'est pas le plus québécois des Canadiens, on s'entend, mais il va y avoir 3 chefs québécois qui vont s'affronter. Et Justin Trudeau, on peut déjà prévoir qu'il va avoir une bonne cote d'amour. Comment vous voyez ça, la prochaine campagne? Ça va être un très beau défi parce qu'il y a 3 résidents de Montréal. M. Mulcair qui demeure dans le West Island de Montréal. M. Trudeau qui est à Ville-Mont-Royal. Et moi qui demeure à Montréal. Donc, vous avez 3 résidents de Montréal. Et vous aurez, bon, Monsieur Harper qui est, bon, né à Toronto, mais vivant à Calgary. Alors, oui, ça va faire une très belle bataille. Et moi, je vais livrer la mienne dans les 78 circonscriptions au Québec. Et puis, je vais la faire positivement, parce que moi, j'ai une façon de faire de la politique qui est de faire valoir les intérêts du Québec. Et puis, les 2 autres répliqueront, puis on verra. Mais ça va être très intéressant. La question des personnalités et du charisme. Ça joue tout le temps. Okay? Ça joue tout le temps. Écoutez, ça fait assez longtemps que je regarde la politique. Ça joue tout le temps. M. Trudeau, il est... présentement, il est dans une perspective où il vient d'être élu. C'est une bataille d'idées là, qu'il faut. Okay? Alors donc, on va pouvoir analyser les idées de M. Trudeau. Et moi, quand je regarde les idées de M. Trudeau, je veux regarder les idées de Justin Trudeau. On a connu son père, mais c'est 1982, c'est bon. Et moi, je ne ferai jamais une bataille sur Trudeau, père via le fils. C'est les idées de Justin Trudeau, s'il vous plaît, mettez-les sur la table. Les idées de Thomas Mulcair. Thomas Mulcair n'a pas la même personnalité que M. Layton. Les idées centralisatrices du NPD, on les connaît. Les idées de Harper, s'il est toujours là.
il va les faire valoir. Puis les idées du Bloc, via moi, on va les faire valoir. Ça sera pour moi les idées des personnes en 2015. C'est pas un peu spécial que, lors de la dernière élection, on a vu que le poids du Québec n'avait plus aucune importance pour ce qui est de donner une majorité. Et là, on va avoir 3 chefs nationaux sur 4 qui vont être québécois. Vous savez, le Québec est tellement riche qu'il fournit même au Canada ses premiers ministres. Ah, là, on a M. Harper, mais bon. Alors, Harper a prouvé qu'il était capable de gérer le Canada majoritairement sans le Québec. Bon, c'est une loi de la mathématique électorale. Et puis, pour nous, moi, j'ai 78 circonscriptions, puis j'aurai 78 candidates et candidats dans 78 circonscriptions au Québec, puis j'en aurai pas ailleurs. Le poids du Québec dans les chefs va être là. C'est au moins je serai là. Et les 2 autres sont des chefs fédéralistes canadiens. C'est pas... C'est l'importance de l'origine, oui, mais ils défendent les intérêts du Canada d'abord et avant tout. Et quand ça concorde avec le Québec, pour eux autres, c'est correct. Moi, c'est les intérêts du Québec sans compromis. C'est là qu'est la différence. C'est pas les noms de famille ou les lieux de résidence. Merci. Prochaine question, Roger Boivin, par la suite, Bertrand Tremblay. Oui, justement, sur le gouvernement Harper a modifié les lois de financement des partis politiques de façon à indirectement à favoriser le parti en place, puisque le gouvernement finance de moins en moins les partis. Puis là, c'est le financement autonome là, qui prend sa place. Puis évidemment, le parti au pouvoir est souvent favorisé par ça. Plusieurs ont dit que ça avait été fait, entre autres, pour diminuer la capacité financière du Bloc, qui est un irritant majeur au Canada, que le gouvernement du Canada finançait un parti séparatiste. J'aimerais vous entendre sur cette loi-là, sur l'impact que ça a eu, puis sur les finances du Bloc, dans la mesure où vous pouvez en parler, là, comment ça se dessine, puis ça se vit. Oui. Ça se vit correctement parce que moi, venant d'un milieu financier, une des premières choses que j'ai fait quand je suis arrivé, j'ai fait la vérification diligente du parti que j'avais. Généralement, tu fais ça avant d'acheter la compagnie. Bon, là, j'étais devenu président de l'entreprise et je l'ai fait. Et j'ai établi un budget sur 4 ans. Robert Bouchard peut en témoigner puisqu'il est maintenant sur le Bureau national. J'ai établi un budget du Bloc québécois en tenant compte, effectivement, de la chute les contributions du gouvernement du Canada qui finissent le 31 mars 2014 et qui sont en chute libre depuis le budget de 2012. Et donc, nous savons très bien, comme les membres du Bloc qui sont au Conseil national, les gens du Bureau national régulièrement, où est-ce qu'on s'en va. Puis, oui, on sera là en 2015 et on sera là avec une campagne électorale imaginative. Une des choses importantes à noter, puis ça, on le refait à chaque fois, c'est quand on dit, bon, voici le résultat, selon le directeur général des élections, du financement populaire des partis politiques, c'est que le Bloc québécois a une caractéristique importante, c'est qu'il y a beaucoup de circonscriptions qui sont elles-mêmes enregistrées et qui ont donc leur propre fonds. Et quand on dit, bon, bien, le Bloc québécois a ramassé 100 000 $ ou 200 000 $, ça, c'est le Bloc québécois national. OK? Nous, on est habitués à faire des campagnes de financement à l'automne. C'est ce que l'on va faire, d'ailleurs. On va en faire une très bonne à l'automne. Et donc, mais quand on fait une campagne de financement, bon, c'est ma signature, c'est notre lettre, c'est le national qui fait ça, et on engrange l'argent dans les 75 actuellement et les 78 circonscriptions électorales. Donc, c'est un mode de financement populaire et vous allez voir qu'à la prochaine campagne électorale, nous ferons une campagne électorale intelligente, 2.0 ou 2.015 pour 2015, mais en utilisant nos ressources adéquatement. Et moi, je gère le Bloc de façon très directe. Et puis, parce que c'est 19 octobre 2015, ce qui est très important. C'est quoi la position du Bloc québécois sur le débat en ce moment au CRTC par rapport au spectre de cellulaire, par rapport à l'arrivée possible de Verizon, par rapport, là, il y a une guerre là, qui se fait avec un Bell, TELUS, Rogers contre les autres. Au Québec, Vidéotron, ben, pour qui vous avez déjà travaillé, avec Québécois, pour qui vous avez déjà travaillé, dans une position qui est le 4e joueur, qui n'y a pas vraiment au Canada. Donc, il y a une situation au Québec, il y en a une autre au Canada. Comment vous voyez ça? Il y a une inquiétude par rapport à la possible mainmise par Verizon des spectres qui vont être en appel
à l'automne. Nous, on a déjà signifié au gouvernement du Canada que l'on avait une inquiétude là-dessus, que l'on voulait leur poser des questions. Le CRTC, là-dessus, a joué, à mon avis, a joué son rôle concernant Belle Astral. Il l'a démontré. Donc, il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude au niveau des emplois des gens qui sont dans ce milieu-là. Il y a aussi le pendant. Okay? C'est une question d'équilibre par rapport au fait que les Québécois, tout comme les Canadiens, ont le droit à une bonne concurrence, puis d'avoir le prix de l'utilisation de ces bandes-là le moins cher possible. Donc, est-ce que, cependant, on doit autoriser un géant qui est tellement grand qu'il est capable d'avaler tous les joueurs canadiens à venir indirectement faire l'acquisition d'une des deux petites qui ont déjà les bandes ou de favoriser? Bon, là, il y a des discussions là-dessus. On a vu les lettres de Bell et TELUS et Rogers là-dessus. On a vu aussi la position de Québécois, de Vidéotron. Il y a des avenues qui sont intéressantes là-dessus. C'est un dossier qui est en cours. Et voilà pourquoi on doit être en chambre pour pouvoir poser des questions au ministre de l'Industrie, au ministre du Patrimoine, qui c'est quand même, là, ça peut avoir une certaine importance, au ministre de l'Emploi, au ministre de la Consommation, au ministre anti-monopole. Voilà des genres de questions qu'on peut poser à une assemblée qui siège. Ils sont partis avec les bancs. Quand est-ce qu'on revient, Denis? J'ai hâte de le savoir. Je devrais le savoir, Denis. Quand est-ce qu'on revient à l'ouvrage? Prochaine question, Bertrand Tremblay, Le Quotidien, AL13. Est-ce que vous répondez au Canada anglais, surtout aux gens de l'Ouest, qui vous disent vous vous lamentez toujours, les Québécois, vous en avez jamais assez, et pourtant, c'est nous, avec la générosité de la péréquation, qui finançons vos programmes sociaux les plus généreux du Canada, que nous-mêmes, on ne peut même pas se payer. Je leur dis qu'ils se trompent. Puis je n'ai pas à leur dire ça parce que moi, mon groupe à qui je m'adresse, c'est les Québécois. Mais ce qui est important, c'est de dire, c'est quoi ça, la péréquation? Péréquation, c'est le résultat d'une politique industrielle d'un pays qui s'appelle le Canada, puis qui est développé sur de très longues périodes. Vous savez, quand l'Ontario reçoit même de la péréquation, ça ne doit pas être parce qu'on est pauvre. OK? Quand vous avez 7 des 10 provinces qui reçoivent de la péréquation, ça ne doit pas être parce qu'il y en a juste une ou deux qui est riche, qui s'appelle l'Alberta puis qui s'appelle Terre-Neuve, puis parce qu'ils ont du pétrole. C'est une conséquence d'une politique industrielle voulue au Canada dans les années 80, puis qui a son développement actuel, très polluante, très utilisatrice d'automobiles, mais c'est une politique industrielle, puis qui est balancée par une technique de péréquation pour laquelle on paye. Et ça, c'est pas de l'argent qui vient du gouvernement de l'Ontario puis de l'Alberta puis qui s'en va directement dans les poches des Québécois. Ce sont les Canadiens via leur gouvernement central, dont les Québécois, où on paye puis qu'il y a des transferts là-dessus. Et nous, on a décidé, le nous étant le Québec, d'avoir des politiques sociales différentes de celles de l'Alberta. Bon, si le premier ministre ou la première ministre de l'Alberta dit « Moi, j'en veux pas de programmes sociaux », c'est pas parce qu'elle n'a pas les moyens de se les payer, c'est parce qu'ils ont décidé de ne pas en avoir. Alors qu'au Québec, depuis très longtemps, péquiste, Union nationale libérale, d'avoir des programmes sociaux à la québécoise et on se les paye. C'est tout. Qu'est-ce que vous dites à un électeur dans Roberval-Lac-Saint-Jean qui soit souverainiste ou qui ne le soit pas et qui a décidé sciemment à la dernière élection, on a la chance d'avoir un ministre dans le gouvernement, on va voter pour avoir un ministre, c'est payant, un ministre, ça amène des subventions. Je me souviens à l'époque Jean-Pierre Blackburn qui était attaqué à travers tout le Canada pour donner trop de subventions dans sa circonscription. Qu'est-ce que vous dites à un électeur qui, lui, vote pour avoir un ministre que le Bloc québécois ne pourra jamais offrir? Je dis que ce ministre-là a toujours les intérêts du Canada en premier. Et qu'il fait partie d'un gouvernement conservateur, puis qu'il va toujours faire valoir les intérêts canadiens d'abord et avant tout. Si ça concorde avec les intérêts du Québec, il associe ça.
Mais quand ce ministre-là, moi, je regarde de la façon dont il exerce son métier de ministre, puis s'il fait valoir les intérêts du Québec, il doit se faire fermer la porte sur les doigts assez régulièrement. Quand je regarde ce qu'il fait, par exemple, pour Mégantic, la façon dont il a... Si les gens trouvent que dans sa circonscription, il fait un bon travail et que c'est payant à Robertval d'avoir un ministre, qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là pour les convaincre? Bien, ces gens-là, il y en a qui vont continuer à voter pour lui et le Bloc québécois va avoir un candidat ou une candidate qui va faire valoir les intérêts nationaux du Québec, puis les gens sont libres de voter pour ou contre. L'argument, il est national, mais pour ce qui est de la circonscription comme telle... Bon, qui est ministre et avec quelle force quelqu'un est ministre. C'est sûr que quand vous avez 338 élections dans une élection générale, puis mettons que vous avez 5 candidats par électeur, par circonscription, ça veut dire que vous avez à travers le pays, pendant 35 jours, à peu près 1700 personnes qui disent « Demain matin, on va être ministre ». Mais si on les croit toutes, je pense qu'on se trompe. Mais vous, c'est sûr que ça n'arrivera pas, là. Moi, c'est certain que ça n'arrivera pas. Je l'ai déjà été. Et d'ailleurs, Denis Lebel devrait s'en rappeler, là, quand il dit je veux retourner à la politique provinciale. Regarde, Denis. Donc, je l'ai déjà été. Je sais ce que c'est que d'être ministre. C'est fantastique. Maintenant, je suis chef d'un parti, Bloc québécois. C'est tout aussi fantastique. Merci beaucoup, M. Payé, mais c'est tout le temps qu'on a. Oui, Elisabeth, en 30 secondes. C'est pour faire suite à cette question-là. Vous parlez de Denis Lebel qui fait passer les intérêts du reste du Canada avant le Québec, avant sa circonscription. Le meilleur exemple pour vous ici dans la région, vous avez parlé de Mégantic, mais le meilleur exemple d'un dossier où Denis Lebel ici dans la région aurait pu faire passer les intérêts. On en a parlé tantôt. On a parlé au niveau de l'aluminium, puis au niveau de la forêt, au niveau de la sylviculture. Bon. Puis il s'enfarge les pieds parce que moi, je suis à Montréal, là, puis le pont Champlain, tabarouette. Y a-tu un dossier où on est le plus emboîté, OK? Parce que là, on dit, ben là, on va-tu en faire un à côté, on va-tu pas en faire un à côté, on va-tu changer de nom, on va-tu avoir une place pour le transport en commun, oui, mais je paye pas pour... Alors que le train, pas le train, mais le pont Windsor pour aller aux États-Unis, bang, comme ça. Oui. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Merci à tout le monde d'avoir été là. Si vous voulez avoir des entrevues privées, il y a mon attaché de presse qui est là. On me fait plaisir. Ah, ben voilà, ça vient d'exploser. Ça vient d'exploser. Merci beaucoup. Merci, M. Payet.